Bonjour à tous. Donc, on va commencer avec ce module 5 du World Package Build, donc du projet Universal. Donc, le module 5 vient en complément là, des premiers modules, donc l'introduction à la recherche clinique, puis les différentes étapes de la recherche clinique. Après, donc la définition la documentation, la partie management. Donc la dernière fois, on a également vu les aspects logistiques, que ce soit au niveau traitement, données et échantillons. Donc là, on va continuer aujourd'hui avec une partie très importante de la recherche clinique, à savoir la pharmacovigilance, avec la déclaration des différents événements et des comités qui entourent la réalisation des essais. Donc aujourd'hui, nous, le module 5 va être présenté par Sayed Chavi, qui a une expérience en pharmacovigilance en ayant travaillé au centre de référence de pharmacovigilance en région parisienne, et qui a rejoint l'équipe INSERM il y a quelques mois maintenant. Et, euh, et donc, on va faire comme pour les précédentes sessions, avec donc la présentation du module, puis la possibilité d'écrire les questions à travers le chat, et nous tâcherons d'y répondre juste après. Voilà, donc c'est à toi, Cyrielle. Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la partie pharmacovigilance et safety. Pharmacovigilance et comité de surveillance et de suivi des essais cliniques. Alors, nous allons commencer par une introduction, puis parler de la pharmacovigilance au fil de la recherche, les réglementations et recommandations, procédures de sécurité, manuel de pharmacovigilance, le report des événements indésirables. Et nous allons finir par des petits messages à retenir de cette présentation. Donc, la pharmacovigilance, c'est un domaine crucial pour la sécurité des patients participant à des essais cliniques. Donc, en effet, cette discipline a pour objectif de surveiller les effets indésirables des médicaments expérimentaux utilisés dans les essais cliniques et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du patient. Donc, la sécurité du participant est ce qui est le plus important en fait dans la réalisation d'un essai clinique. On doit toujours être sûr que le participant participe en toute sécurité. Il s'agit d'un élément essentiel de la recherche clinique qui permet de minimiser les risques pour les patients tout en maximisant les bénéfices potentiels. Donc, la pharmacovigilance a des objectifs précis. Donc, elle sert déjà à identifier les risques liés à l'utilisation d'un médicament pendant la recherche clinique, donc, afin de prendre des mesures adaptées pour la sécurité des patients. Nous avons premièrement l'identification et l'évaluation des événements indésirables, donc les identifier et les évaluer par l'investigateur principalement, prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques associés aux médicaments expérimentaux. En cas d'effet indésirable grave, il est possible d'interrompre l'essai à tout moment ou modifier les doses administrées. Veiller à ce que l'essai soit mené conformément aux directives éthiques réglementaires. Donc, la pharmacovigilance implique également la communication des résultats pour que l'étude donc pour garantir la transparence de l'étude aux patients. Alors, maintenant, nous allons passer au deuxième point qui est la pharmacovigilance au fil de la recherche. Donc déjà, la pharmacovigilance commence avant même d'entamer l'étude clinique. Donc, par exemple, pendant les essais sur les animaux. Donc, là, pour la pharmacovigilance préclinique, on peut dire que l'essai peut se poursuivre en toute sécurité et peut commencer. Pendant l'essai, la pharmacovigilance nous
nous permet de dire que l'essai est mené en toute sécurité. En post-étude, donc, ça sera pour l'efficacité et la sécurité et l'efficacité à long terme. Donc, je vais détailler les 3 points. Donc, pour la pharmacovigilance en phase préclinique, donc ça commence avant le début de l'essai. Là, c'est pour identifier les risques potentiels et déterminer s'il est possible de poursuivre l'essai en toute sécurité. Pendant l'étude, donc la surveillance continue tout au long de l'étude. Surveiller les événements indésirables et examiner les évaluations cliniques et les résultats des patients, donc analyser les données afin d'identifier tout problème de sécurité potentiel. Ici, l'objectif est d'identifier le plus tôt possible les problèmes de sécurité potentiels et de prendre des mesures aussi très rapidement et appropriées pour assurer la sécurité toujours des patients participant à l'étude. À la fin de l'essai, donc la surveillance, elle sera plus à long terme. Donc, c'est une surveillance post-commercialisation ou post-AMM, donc autorisation de mise sur le marché. Identifier tous les problèmes de sécurité potentiels qui auraient pu donc être oubliés pendant l'essai. Troisièmement, donc là, on va parler des comités de surveillance, donc réglementation et recommandations en matière de pharmacovigilance. Donc, la réglementation en matière de pharmacovigilance permet de détecter les signaux afin d'assurer la sécurité du patient pendant l'étude. Donc, nous avons des exigences réglementaires. Donc là, c'est obligatoire. Nous avons l'approbation du comité d'éthique et signaler les effets indésirables. Nous avons des recommandations réglementaires. Donc là, c'est recommandé ce qui est une mise en place d'un comité de suivi des données et de la sécurité. Donc, on va en parler des deux. Donc, pour le comité d'éthique, son rôle, c'est d'examiner et d'approuver les documents liés à l'étude afin de s'assurer que l'essai est mené de manière éthique et que le risque pour les participants à l'étude soit minime, bien sûr. Le conseil scientifique, par contre, ou comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité, donc ce qu'on appelle le DSMB, c'est un groupe de quelques experts, donc qui peut être composé de cliniciens, statisticiens, spécialistes en la maladie en question qui est étudiée dans la recherche en elle-même. Donc, c'est un groupe de quelques experts indépendants du laboratoire de l'essai, donc qui font pas partie des promoteurs, qui examinent l'innocuité et l'efficacité de l'essai, évaluer les données et formuler des recommandations pour modifier le protocole de l'étude ou mettre fin à l'essai. Donc, le comité indépendant peut à tout moment mettre fin à l'essai, peuvent lever l'aveugle, notamment. Pardon. Donc, comme je disais, le comité indépendant peuvent lever l'aveugle ou l'insu ou arrêter complètement l'étude ou modifier les recommandations. Alors, nous avons quatre procédures de sécurité. Donc, la première, c'est l'évaluation clinique. Donc, l'évaluation menée par des professionnels de la santé pour surveiller l'état de santé des participants. Par exemple, nous avons les examens physiques, tests de laboratoire ou d'imagerie. La deuxième, c'est les résultats rapportés par les patients. Donc, les patients eux-mêmes peuvent se plaindre, par exemple, de symptômes, d'effets secondaires ou modifications de la qualité de vie, etc. Nous avons le dossier médical électronique où nous recensons tous les antécédents médicaux du patient, les diagnostics, d'autres données cliniques. Alors, nous avons aussi la détection des signaux. Donc là, c'est une méthode statistique permettant d'identifier des problèmes de sécurité potentiels sur la base de données du modèle. Là, par exemple, si nous avons un événement qui est isolé en dehors de la recherche, là, on ne dirait pas que voilà, l'événement est important. Mais par contre, si si des analyses statistiques montrent l'augmentation, par exemple, on va dire des transaminases chez plusieurs patients participant à l'étude, donc là, c'est un signal potentiel à prendre en considération. Je vais passer
après au manuel de pharmacovigilance. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un document détaillé présentant les procédures et les méthodes de contrôle de sécurité des participants à un essai clinique. Alors, donc, il sert à identifier les risques potentiels pour les participants, décrire les mesures qui seront prises pour minimiser les risques, décrire les méthodes spécifiques qui seront utilisées pour surveiller les événements indésirables et évaluer leur gravité. On va détailler tout ça. Donc, dans ce schéma, on explique un petit peu les points clés du plan de surveillance de sécurité des patients. Donc, le plan de suivi et de sécurité de surveillance, il y a deux parties. Donc, on a l'élaboration des procédures opératoires standardisées, donc ce qu'on appelle les SOP, pour la notification des événements indésirables. Donc là, c'est une procédure d'identification et de notification des événements indésirables qui comporte aussi les délais de notification, critères permettant d'identifier la gravité des événements, donc grade 1, 2, 3, nous allons voir ça plus tard, méthode d'enregistrement et de suivi des événements indésirables. Nous avons aussi une mise en place, c'est important aussi de mettre en place un comité indépendant, donc ce que je disais tout à l'heure, le DSMB par exemple, donc c'est des experts dans le domaine, examinent régulièrement les données de l'essai et peuvent modifier les recommandations ou mettre fin à l'essai, comme je le disais aussi dans les slides de tout à l'heure, formuler des recommandations ou modifier le protocole de l'étude. Donc là, je vais expliquer un petit peu la partie événement indésirable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un événement indésirable? Donc, c'est toute expérience indésirable ou événement médical survenant chez un patient, chez un participant, au cours d'un essai clinique qui soit lié ou non au produit expérimental. Donc là, nous avons plusieurs événements indésirables qui sont un petit peu plus détaillés. Donc, nous avons événement indésirable en lui-même, donc EI ou AE en anglais, donc Adverse Event. Tout événement médical préjudiciable chez un patient ou un sujet participant à un essai clinique au cours duquel un médicament expérimental a été administré. Donc, pas nécessairement lié au traitement expérimental. Événement indésirable d'intérêt particulier, donc AESI, Adverse Event Specific Interest. Donc là, c'est un effet indésirable spécifique, événement indésirable spécifique présentant un intérêt particulier pour l'essai, donc lié au mécanisme d'action, par exemple, du médicament expérimental ou observé lors d'un essai antérieur avec les mêmes produits. Événements indésirables graves, EIG ou SAE, donc là, c'est des événements qui peuvent causer la mort, mettant en jeu le pronostic vital du participant, nécessitant une hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation, qui peuvent entraîner un handicap ou une invalidité persistante ou importante, une anomalie ou une malformation congénitale quand il s'agit d'un fœtus ou... Ouais. Alors, nous avons effet indésirable. Donc là, dans cette situation, c'est une réaction nocive et non désirée du traitement de l'essai. Donc, possibilité de relation de cause à effet entre l'effet indésirable et le traitement. Nous avons ce qu'on appelle les effets indésirables inattendus ou SUSAR. Donc, Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. Donc là, c'est un événement indésirable dans la nature où la gravité ne correspond pas aux informations sur le traitement expérimental. Donc, il ne figure ni dans le RCP, ni dans la brochure investigateur. Alors, déjà, en parlant de la gravité, donc, plusieurs méthodes standardisées sont élaborées afin d'évaluer la gravité en fonction de l'impact sur les activités quotidiennes du patient et de la nécessité d'une intervention médicale. Donc, nous avons les critères terminologiques communs pour les événements indésirables, c'était CAE, donc ce qui correspond à Common Terminologic Criteria Adverse Event. L'échelle de classification de l'Organisation mondiale de la santé et la grille de l'ANRS que je vais détailler juste après, de gravité des événements indésirables. Donc en France, par exemple, nous utilisons cette grille de l'ANRS.
Alors, pour exemple, donc, nous avons ce tableau donc, nous avons quatre grades de gravité d'un événement indésirable. Donc, là, on peut passer là, par exemple, pour les nausées, on peut passer de 0, donc pas de nausées chez le participant, jusqu'à très sévère ou prise alimentaire limitée au liquide. Donc là, c'est considéré comme menace vitale. Pareil, par exemple, pour les diarrhées, on peut avoir pas de modification de transit jusqu'à donc choc hypovolémique perfusion, donc jusqu'à donc un grade 4. Alors, nous avons aussi il peut y avoir aussi des modifications biologiques. Donc là, par exemple, nous avons une hémoglobine qui est normalement supérieure à 10 grammes par litre, par décilitre. Donc, la menace vitale, c'est inférieur à 6. Donc, si le participant a une hémoglobine inférieure à 6, donc là, on peut considérer que c'est un événement indésirable grave. Alors, nous avons parlé de la gravité, et là, donc, je passe au lien qu'il y a entre l'événement indésirable et le traitement expérimental. Donc, à l'aide des critères tels que l'évolution dans le temps de l'événement, la pharmacologie connue du traitement et la présence d'autres explications, on pourra établir un lien entre la survenue d'un événement indésirable et le traitement de décès. Donc, ici aussi, nous avons des méthodes standards d'évaluation de causalité. Nous avons l'échelle d'évaluation de l'imputabilité de l'OMS et l'observatoire de l'UPSA. Donc, l'UPSA, là, ils sont chargés de surveiller. Donc, c'est une surveillance internationale des médicaments qui travaillent en collectant, évaluant et communiquant des informations en ce qui concerne les inconvénients, efficacité et risques du médicament. Donc, pour l'imputabilité, l'événement indésirable survenu peut être lié possiblement, donc si certains éléments ont une relation de cause à effet survenue de l'événement dans un délai raisonnable après l'administration du médicament à l'essai. Cependant, l'influence d'autres facteurs, dans ce cas-là, peut avoir contribué à l'événement, donc l'état clinique du patient par exemple et d'autres traitements concomitants. Il est probable s'il existe des preuves suggérant une relation de cause à effet et l'influence d'autres facteurs est peu probable. Donc, il est certain s'il existe des preuves évidentes d'une relation de cause à effet et d'autres facteurs contribuants possibles peuvent être exclus. Donc, l'état clinique ou médicaments pris par le patient. Alors, vous vous demandez sûrement à qui doit-on signaler les événements indésirables. Donc, l'investigateur évalue chaque événement indésirable qui soit susceptible d'être lié au traitement ou non, au traitement de l'étude bien sûr ou non. Il le reporte au promoteur via un formulaire de déclaration que je vais vous montrer juste après. Le promoteur lui-même soumet le rapport annuel de sécurité aux autorités compétentes à la date anniversaire de l'essai. Donc, le rapport annuel, en France par exemple, il est soumis à l'ANSM et à Eudravigilance, qui est une base de données des effets indésirables liés au traitement en Europe. Alors, pour les délais de signalement, donc l'investigateur doit notifier immédiatement tous les événements indésirables graves au promoteur. Donc, vraiment, c'est sans délai, l'investigateur, dès qu'il constate la survenue d'un événement indésirable grave chez un patient, il doit directement informer le promoteur. L'investigateur doit notifier les autres événements indésirables qui sont dits non graves, donc au promoteur selon les modalités décrites dans le protocole. Donc, le promoteur reporte les SUSAR, donc les effets indésirables inattendus, sans délai aux autorités compétentes. Le comité d'éthique, par exemple. Donc là, nous avons le formulaire de signalement des effets indésirables. Donc, l'investigateur doit remplir chaque partie
en lien avec, donc s'il s'agit d'un événement indésirable grave ou non. Donc, il doit pas, remplir chaque partie voilà, en relation avec l'événement indésirable survenu. Alors, pour terminer, donc, les messages à retenir de cette présentation. Donc, le suivi de pharmacovigilance est un élément essentiel des essais cliniques, donc, qui permet de garantir la sécurité et l'intégrité des participants à l'étude ainsi que l'exactitude des résultats de l'essai. Les exigences et les recommandations réglementaires, y compris l'implication des comités d'éthique et le DCMB, des comités de surveillance des données, jouent un rôle crucial dans le but de garantir éthique et efficacité. En établissant des procédures claires en matière de pharmacovigilance, les chercheurs peuvent minimiser les risques associés aux essais cliniques et assurer que tout événement indésirable est identifié et traité de manière opportune et appropriée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie Q&A. Oui, ils sont connectés après. Donc merci, Chariel là, pour nous avoir expliqué ce que nous entendons par le mot pharmacovigilance dans un essai clinique. Donc, comme tu l'as bien montré, il n'y a pas d'essai clinique sur les médicaments sans une pharmacovigilance bien complétée par différents acteurs, hein. Tout d'abord, donc, les patients là, qui sont quand même les premiers à reporter les événements aux médecins. Donc, les investigateurs qui examinent les participants, le promoteur également qui a son rôle à tenir dans les déclarations aux autorités, et puis ben, évidemment les autorités qui prennent leurs responsabilités pour garantir la sécurité des participants et également de la population générale euh, plus tard. Voilà. Donc, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des petits problèmes de connexion pour certains d'entre vous. Donc, on est désolé si vous n'avez pas pu vous connecter dès le début, mais n'hésitez pas à poser des questions sur peut-être des points, peut-être sur des points qui n'ont pas été abordés ou que vous avez loupé parce que pour une connexion totale. Des points qui sont clarifiés par rapport à la présentation de Feriel. Ouais. Par la même occasion, donc on a mis en ligne le sondage d'évaluation pour, pour le module. Donc n'hésitez pas à le compléter, hein, en plus des questions qui peuvent être mises dans le QR. Voilà. Est-ce que je peux faire un petit commentaire? Vas-y, oui. Oui, mais vraiment, merci beaucoup, Feriel, pour cette présentation très claire. Ce qui est important aussi pour tous les participants, c'est de tenir compte bien les définitions et surtout de déterminer quelle est vraiment l'importance de bien déclarer les effets indésirables d'un médicament et parfois savoir identifier quelque chose qui est inattendu. Et ça permet aussi d'élargir les notices
d'un produit, d'un traitement expérimental. Donc, c'est très important. Toutes ces définitions sont aussi dans les protocoles. Savoir bien identifier les différences et les liens de causalité. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette présentation et même aussi de revenir vers nous, vers les présentateurs à chaque fois pour poser après les questions ou des doutes que vous avez. Plus, le plus souvent aussi dans un essai clinique, donc la partie pharmacovigilance est souvent très bien décrite dans les protocoles, avec la définition des différentes échelles et échelles de déclaration, de causalité, de toxicité, donc, qui sont bien notés dans le protocole. Il y a également des manuels, là, comme vous a présenté Feriel, les manuels de pharmacovigilance qui rappellent les procédures de déclaration directe pour les centres. Donc, les comités, donc il y a le comité indépendant, donc est présent dans les essais cliniques. Il y a pas, selon les essais, il y a également d'autres comités qui peuvent être formés comme des comités d'experts qui révisent les événements en aveugle, par exemple, avant de pouvoir conclure ou non d'un lien avec un essai, avec un médecin, un médicament, par exemple. Voilà. Il y a une question dans le Q&A. Alors, bonjour, Baneye. Oh my God. Donc, can a participant be legally held responsible for not reporting an adverse effect? Donc, je pense que non, un participant n'est pas responsable, légalement responsable de reporter un événement indésirable qu'il a lui-même ressenti. Par contre, l'investigateur, si. Donc, l'investigateur est obligé de reporter tout ce que le patient peut voilà, avoir comme symptômes, etc. Mais le patient lui-même, s'il ne reporte pas, ben, non, je pense que non. Mais pourquoi la question est en anglais? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois aussi faire en anglais. Mais j'espère que vous avez compris, du coup, pour ma réponse. Non, le participant reporte ses effets au médecin, à son médecin, qui lui s'engage via sa participation à l'essai clinique à assurer que la pharmacovigilance et donc à déclarer dans les délais et selon les procédures définies l'événement. Non, en aucun cas, le patient est légalement responsable d'avoir oublié ou de ne pas déclarer un événement. Voilà, donc nous avons également Moussa Traoré qui se pose une question sur les critères d'évaluation d'un essai clinique. Est-ce qu'il varie d'un essai à l'autre? Oui, en fait, les critères d'évaluation varient selon le protocole de l'essai. Effectivement, oui. donc peut-être que vous avez peut-être coupé le début de la présentation, mais c'est vrai que
Feriel a expliqué qu'il existait différents critères d'évaluation, des grilles, notamment la grille de l'OMS, la grille de l'ANRS, qui permettent d'évaluer la toxicité d'un médicament entre léger, modéré, important ou très grave. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction du protocole et c'est défini dans le protocole quelle est l'échelle d'évaluation qui est utilisée. Voilà. Donc, Alors, Un autre point peut-être, enfin, Oui. puisque la question est posée par rapport à un essai. D'un essai à l'autre, même le mécanisme de report ou les critères de report peuvent être différents. Selon Ouais. si on mène un essai dit de phase 1, on va être très très strict et le plus exhaustif possible, où on va exiger effectivement que tous les événements soient remontés, y compris les événements de grade 1, donc très modérés, alors que sur des essais, disons, de stratégie dont l'objectif principal n'est peut-être pas la safety, on va pouvoir se contenter uniquement sur des effets indésirables gradés 3 ou 4. Mais à la base, les critères d'évaluation sont effectivement, comme on l'a dit, définis à partir de grilles qui sont généralement, bien sûr, publiées dans les protocoles. Oui. il y a Pour Moussa, répondre, également oui, une question oui. qui Nous, te remercie pour ta Merci. présentation. Merci Voilà. Et qui aimerait savoir quels sont les critères Critères d'imputabilité d'imputabilité. pour un médicament. Alors, déjà, c'est l'investigateur qui fait l'évaluation des critères d'imputabilité. Donc, nous avons comme je l'avais dit dans la présentation, une grille de l'OMS qui vraiment détaille tous les critères. À la fin, nous avons comme un score. Donc, nous avons par exemple la chronologie, quand est-ce que l'effet indésirable est apparu, par exemple. Est-ce qu'il est apparu 2 heures après l'administration du traitement ou avant? Si c'est avant, donc là, vraiment, ça varie. Si, par exemple, c'est décrit dans le RCP, vraiment, il y a plusieurs critères donc, définis par l'OMS pour savoir si le médicament peut être imputable au traitement ou pas. Mais comme on l'a dit, vraiment, l'investigateur va faire l'évaluation et signale tous les effets indésirables graves au promoteur sans délai. Donc vraiment, c'est tous les événements indésirables, je veux dire, sans délai, qu'ils soient liés ou pas au traitement de l'essai. Voilà, Johan, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je disais, je voulais juste préciser que donc le médecin, donc c'est lui le premier qui va définir l'imputabilité ou non au médicament, mais le plus souvent, c'est après révisé par un comité aussi indépendant Oui. et qui va confirmer ou non aussi l'imputabilité d'un médicament sur les faits. En Je peux demandant juste souvent rajouter, Oui. Oui. non, ce qui est important aussi, c'est justement cette chronologie et connaissant aussi le produit. Est-ce que vous avez un exemple à donner ou j'ai donné un exemple? Un exemple pour Bah, l'imputabilité? oui, pour montrer un peu ce qui peut être considéré comme l'imputabilité. Mettons par exemple, par exemple, la survenue d'un syndrome grippal après l'administration d'un vaccin contre la grippe ou le Covid, par exemple. Il y a juste quelques heures après, peut-être, il y a l'apparition d'un syndrome grippal. Donc là, on peut très très bien dire que tous ces symptômes, donc c'est un petit exemple, hein, mais grosso modo, on pourrait dire que le syndrome grippal le médicament peut être imputé pour l'apparition de ce syndrome grippal, par exemple. Je ne sais pas, Alex, si tu as un autre exemple. oui, non, c'est parfait. Je pense que c'était important Oui. pour clarifier la question de Jamoussa. Yamoussa. Après, Ouais. et Moussa la précise que cela peut aussi aider le comité d'éthique dans leur décision, mais le comité d'éthique n'est pas impliqué dans l'imputabilité d'un médicament. Non. Non, non. Non. Et les comités indépendants Comité qui va après indépendant, vérifier. vous voulez dire Yamoussa peut-être? Comité indépendant?
C'est les comités indépendants en fonction de tous les événements qui ont été reportés dans un essai. Mettons que, par exemple, il y a 2 bras de traitement. Les comités indépendants regardent de façon ouverte Oui, peuvent les lever données. la Et veille. s'il peut observer qu'il y a plus d'événements graves dans un bras que dans l'autre, ben ça, le comité indépendant peut conseiller les conseils scientifiques pour dire attention, il y a plus d'événements indésirables dans ce bras que dans l'autre. Hein. Mais c'est plutôt les comités indépendants et pas les comités d'éthique. Oui. Pas si ça clarifie la question de Yamoussa. C'est pas... Si, descends. Je pense qu'il y a d'autres questions en bas. Tu peux descendre. Ah oui, Ouais. en effet. Oui, oui, oui. Donc, il confirme, oui. Du Ben, coup, merci, oui. merci Yamoussa. Yamoussa. Donc, si vous avez d'autres questions. Donc, on vous laisse quelques dernières petites secondes pour écrire vos questions Sinon, on peut- et compléter le module, le sondage pour le module 5 pour ceux qui ne l'ont pas encore complété. Et donc, on va aussi donc vous rappeler que pour la session en français, le prochain module sera une présentation faite par une pharmacologue, donc pour introduction à la pharmacocinétique et à la pharmacodynamique, qui sont la pharmacocinétique, puisque les essais universels sont des essais de pharmacocinétique, donc elle nous fera une introduction à ce qu'est la pharmacocinétique et pourquoi c'est important dans les essais cliniques. Et donc cette présentation aura lieu donc toujours un mercredi, ça sera le 22 novembre. Voilà. Sinon, donc on va vous remercier et encore désolé pour les problèmes techniques que certains ont pu avoir au début de la session. Donc merci à vous et puis merci à Sariel pour sa très très belle présentation. Merci. Merci et au revoir à tout le monde. Au Bravo, revoir. Feriel. Merci. Merci et Merci. au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir, Terra. Merci beaucoup. On est Allez, tous c'était bien. loin. Là, je suis un peu loin. Ah oui. Et Voilà, merci bon, aussi pour le ben, bon résultat au pool. C'est pas mal. 5-5. oui, Merci, je pense que Thank you, c'est pas Pauline. mal. All the Thank best. you. Au Thanks, revoir. Pauline. Bye bye. 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 Nous on se connecte tout de suite hein, Bye bye. à une autre. Bye bye. Ok, bye bye, au revoir. Merci à tout le monde.